on va parler à deux aujourd'hui, donc Julie et moi, tout simplement parce qu'on parlait de musique et d'odeur. On a montré à quel point c'était complémentaire dans le concert odorisé, donc on va essayer justement de faire un petit peu une présentation en ping-pong de cette manière. Donc, on est un peu feignante, alors avant de tout de suite rentrer dans nos propos, on a voulu vous présenter une recherche qui est menée juste en haut, au SEM2R, en premier étage, donc lieu où on travaille. Donc c'est un projet de recherche qui a été mené avec Musica, avec Julie, avec aussi d'autres ingénieurs, et on veut vous faire vivre un peu ce moment. Donc là-haut, il y a un grand écran 3D, donc c'est beaucoup plus immersif. Il y a aussi les odeurs qui sont ensemble qu'on ne peut pas rajouter, parce que là, on a déjà bien ce qu'on appelle contaminer la pièce, ou en tout cas odoriser la pièce. Mais on va vous laisser regarder, écouter la musique qui était, ça a été proposé par Julie, et voir l'animation. Donc ça dure 9 petites minutes. On vous laisse vraiment vous mettre dedans, ou essayer de vous mettre dedans, et après on en reparle dans les suites. J'aimerais un peu avoir vos avis, vos opinions, le côté négatif, positif, à quoi ça sert selon vous, pourquoi on l'utilise, avant de vraiment vous parler de ce qu'on appelle le protocole de recherche exactement. Le petit papier qui s'envole m'a gêné beaucoup. Il m'a au contraire empêché de partir en voyage de façon sereine. C'était un petit peu comme un élément polluant. Donc c'est vrai qu'on a des réactions qui sont plus ou plutôt bonnes ou moins bonnes. On a des personnes aussi qui ont cette difficulté de se laisser aller, de se laisser porter par le fil qui est proposé et qui ont besoin de recréer le fil. On a plus de gens, en tout cas dans la recherche, qui apprécient le côté où la condition relaxante est amenée. Il n'y a pas besoin justement d'avoir d'efforts cognitifs, parce que vous faites un effort cognitif quand vous créez l'histoire, mais effectivement c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on retrouve ça aussi. Ça m'a en quelque sorte empêché de laisser aller. Oui, moi j'ai trouvé qu'on était très rapidement apaisé et j'ai pas compris la longueur du film. Voilà. Alors autre question, autre remarque très intéressante, c'est-à-dire que c'était un gros problématique, la durée, parce que par exemple
Julie, dans les séances qu'elle utilise, c'est 20 minutes, donc c'est beaucoup plus. Et après, on avait d'autres personnes, donc notamment Philippe Robert, qui nous a beaucoup souligné aussi, il faudrait mettre moins 4-5 minutes. Mais on s'aperçoit que pour d'autres personnes, et une côté majoritaire, parce qu'on a fait beaucoup de pré-tests pour arriver à la version finale, comme on disait, est-ce qu'on met une serviette pour les guider ou est-ce qu'on laisse les personnes guider? C'est-à-dire qu'on a pris la majorité des gens que ça relaxait et que ça aidait. Et on s'est aperçu que 9 minutes, ça dure 9 minutes, c'était vraiment l'idéal au niveau séquençage. Parce qu'il y en avait qui avaient besoin, mais en moins un grand nombre, qui avaient besoin de 20 minutes, d'autres qui avaient besoin de 4, ça y est, c'était relaxé. Et la plupart, par contre, de 9. Sans rentrer dans le détail, je voulais savoir pourquoi il y avait ce retour en fait dans le bureau ou en maison, parce que justement c'est ça plus qui m'a gêné. J'ai bien aimé le voyage et du coup j'aurais préféré, ou je pense n'importe qui aurait préféré rester dans ce voyage plutôt que de forcément revenir. C'était un petit peu un retour à la réalité difficile. Alors là, je vais laisser parler Julie parce que c'est exactement ce qu'elle va parler dans la construction. Je crois que vous avez tout compris en tout cas du principe. Je dois gérer ça parce que voilà. Sur le principe et l'objectif, on va mettre la diapo d'après, s'il te plaît. Le principe et l'objectif de cette méthode, qui est une méthode de relaxation multisensorielle, relaxation à induction multisensorielle. Donc on part, la méthode part sur cette logique du U. On est vraiment sur une induction par du U. Donc on va partir de l'état où en est le patient. Donc quelque chose d'assez rythmé, que ce soit d'un point de vue musical. Vous avez, je ne sais pas si vous avez senti, mais il y avait un rythme qui était assez soutenu, un tempo assez rapide, pas mal d'instruments, donc une harmonie riche. Et puis aussi au niveau de l'image, on part de là où on est la personne. Donc là on imagine qu'elle est dans son salon. Et puis on va l'accompagner progressivement vers donc cette île. Et si vous avez vu dans les premières images, quand on arrive sur l'île, il y a les arbres, la mer, le soleil, les oiseaux, le mouvement des vagues. Donc c'est un univers qui est assez riche. Et puis au niveau des odeurs, c'est pareil, on va avoir des odeurs assez stimulantes progressivement. Comme vous l'avez sur ce U qui détermine la musique, mais ça fonctionne aussi avec les images, on va avoir une diminution de tous ces éléments-là. On a ralenti la musique, vous avez dû le sentir aussi. On a simplifié le rythme, simplifié l'harmonie, on a simplifié aussi le décor, c'est-à-dire qu'on est passé progressivement dans les arbres, quelques fleurs qui nous ont accompagnés, pour arriver tout doucement, quand on arrive à peu près, premier virage du U, sur un décor juste la plage, avec quelques tortues, avant d'arriver dans la mer. Là, la musique aussi s'est beaucoup ralentie, il y avait presque plus de rythme et d'harmonie. Et puis on a aussi simplifié beaucoup le rythme, on a baissé le son, je ne sais pas si vous avez fait attention, le volume a été baissé, pour arriver à cette phase basse de relaxation, où là, il y avait presque plus d'instruments, de rythme, de mélodie. On était au fond de la mer, oui, c'est fait exprès. C'était vraiment beaucoup baissé. Là, les odeurs aussi, la ventilation des odeurs quand vous avez le collier olfactif est vraiment réduite pour être vraiment dans cette phase de relaxation. Vous m'avez parlé d'introspection, mais c'est exactement ça. Et puis, quand on a passé cette phase, on va réintroduire des instruments, on est remonté sur Terre, on a redécouvert des petites tortues, tout un décor avec des arbres, etc., pour revenir à un stade d'éveil, puisque le but, c'est de la relaxation. Quand on est dans une logique de relaxation, on n'est pas là pour dormir, et on est juste là pour avoir un moment de bien-être, et un moment de bien-être qui doit se maintenir. C'est pour ça que si vous voyez sur le U, on n'arrive pas au même stade de là où on est parti, pour rester dans cet état de bien-être. Mais arriver vers un état d'éveil. Donc, ça répond à la question du monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va revenir de là où on en est. On ne sera pas dans le même état, mais on revient de là où on est, parce qu'on va se réveiller dans cet état-là. Enfin, on se retrouvera là pour mener nos activités ultérieures. Donc, voilà vraiment le principe qui est suivi, là, sur 9 minutes. Donc, on a une induction. Alors, pourquoi l'induction, elle va être un petit peu longue? Ça a paru un petit peu long. Elle est un petit peu longue parce que c'est la phase la plus compliquée. Pour rentrer dans cet état-là, il faut un petit peu de temps. Surtout quand on n'est pas habitué à la relaxation. Et c'est vrai que cette méthode-là qu'on utilise avec des personnes âgées notamment, elles n'ont pas forcément cette culture de la relaxation qu'on a plus nous, mais c'est peut-être un petit peu moins le cas. Donc il faut prendre le temps de tous ces éléments-là. La phase de relaxation est d'à peu près 1 minute 30, et puis après la phase d'éveil est beaucoup plus courte. Donc voilà le procédé qui fonctionne sur ces trois, donc odeurs, musique, qui sont composées uniquement pour ça. Donc là on a pris une séquence musicale qui colle avec l'environnement, mais après on en parlera plus tard, il en existe d'autres, et puis vidéo. Oui, puis même au niveau du protocole de recharge, donc on n'a pas
dont on n'a pas parlé, mais dont je vais quand même vous parler rapidement, c'est destiné au début, à la base, aux gens qui viennent pour leur première consultation mémoire. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir un nouveau lieu, un nouveau médecin, ils sont souvent stressés et ils sont en attente d'un diagnostic. Et le problème, c'est que plus ils vont être stressés, plus ils vont être angoissés, puis ils vont rater les tests. Alors ce ne sera peut-être pas un problème cognitif, mais vraiment d'angoisse et de stress. Alors, le but, c'est justement qu'ils soient plus détendus, qu'il y ait moins cette angoisse, mais quand même qu'ils sachent qu'ils vont passer des tests, qu'ils soient quand même en éveil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement qu'on vraiment trop relaxé, un peu endormi, et après ils vont être plus du tout à même de passer les tests. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de remettre après dans la réalité où est-ce que vous êtes et resituer. Pour cette recherche, on voulait surtout parler justement du patient, hein, parce que là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'accompagnement, les gens sont seuls dans une pièce. On a ce qu'on appelle des mesures objectives, parce que comme l'a très bien dit le docteur Broutard tout à l'heure, quand on parle de musique, quand on parle d'odeur, ça paraît tout de suite ésotérique, pas très scientifique, alors que ça l'est, et qu'on a des preuves objectives, on peut avoir des mesures objectives. Donc là, les mesures sont ce qu'on appelle l'EG, l'électroencéphalographie, donc vraiment voir un peu le fonctionnement cérébral, et la RED, qui est la réponse électrodermale, on prend l'activité des glandes sudoripares à la surface de la peau. C'est-à-dire que moins il y a d'activité, plus on est relaxé. Donc on a vraiment des mesures objectives, mais on a aussi des mesures subjectives, parce que forcément ce qui nous intéresse quand même s'il nous faut des preuves objectives, c'est de savoir que le patient est mieux, et se sent mieux, se sent plus relaxé. Donc dans les premiers, l'objectif c'est d'en inclure 100. On a commencé récemment, donc là il n'y en a que 13, hein, on a commencé en février. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que... Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment une... Donc là, il y avait post-relax, c'est en rouge. Je vais post et post. Bon, j'ai mal fait ma diapo. Alors pré-relax, c'était en bleu, et post-relax, c'était en rouge. Donc vous voyez, en fait, hein, pour pas toutes les personnes, hein, mais pour une majorité des patients, surtout à la fin, d'ailleurs, on doit être mieux préparé, il y avait vraiment une grosse diminution en fait, du degré d'anxiété. Alors, comment on a mesuré ça? Donc, c'est ce que je disais, vraiment très subjectif. On a demandé aux gens comment vous sentez de 1 à 5, comment vous pouvez évaluer votre degré d'anxiété, c'est-à-dire peu angoissé, un peu angoissé, très angoissé, énormément angoissé. On leur a demandé avant et après. Après, on a regardé aussi le degré de nervosité, parce que dans ce questionnaire, il y a 20 adjectifs en tout. Hein, donc on ne va pas tous les passer, mais en tout cas, on va regarder l'angoisse et la nervosité. Et donc là, pareil, on voit, donc là j'ai bien mis pré-relax en bleu, post-relax en rouge, les gens se disaient aussi moins nerveux après la séance. Donc d'une manière plus pratique et parler du vécu, moi je me rappelle d'une dame qui tapait des pieds tout le temps, et qui me disait, je suis vraiment très stressée, je n'arrive vraiment pas à me détendre. Je m'étais dit, bon, ça va être compliqué, elle va aller dans le fauteuil et elle va pas réussir justement à arrêter les mouvements. Et plus ça allait, plus au niveau moteur, elle bougeait moins. Après, quand on a discuté, elle restait justement à parler très doucement, et elle était vraiment dans un état qui était, en tout cas même très visible et très différent. Si je peux me permettre une petite... C'est vrai qu'on va agir, et comme vous le disiez, on va agir sur les sens. On n'est pas dans le raisonnement, contrairement à d'autres techniques de relaxation comme la sophro, ou même quand on est dans de l'induction à l'hypnose, on va être dans la parole, et puis... alors que là, on va vraiment être sur une facette multisensorielle. Donc on va faire appel évidemment à différents sens, et on ne va pas forcément faire appel au raisonnement, aux capacités cognitives. On est vraiment juste dans du ressenti. C'est ce qui va avoir aussi son impact. Et puis aussi, ça c'est des études qui ont été faites bien avant, mais au niveau de la musique, on sait que si on fait varier les paramètres de la musique, on va aussi avoir un impact sur la fréquence respiratoire ou la fréquence cardiaque, et c'est là-dessus qu'on va jouer, bien entendu. Quand on fait varier les différents tempos, donc les différentes vitesses ou le rythme, on va induire justement un état de détente, donc des contractions musculaires, ralentissement du rythme respiratoire, et c'est ça qui va amener aussi ce sentiment de relaxation ou d'apaisement. Je ne sais pas si vous l'avez vécu tout à l'heure, mais c'est un effet assez magique sûrement, en tout cas la musique. Donc je me suis mise j'ai eu un grand, vous savez, j'ai tout laissé poser quand on est arrivé dans la phase basse, quand on était sous l'eau. Je ne sais pas si vous avez senti cette respiration-là chez vous. Mais en tout cas, on voit que c'est assez efficace, et c'est vrai que sur des personnes même très anxieuses, il y a un effet qui est assez immédiat, parce que, voilà, simplement, elles se prennent au jeu. Oui, pour continuer ce relax, il faut savoir que par rapport à l'EHPAD, parce qu'il y a l'EHPAD dessus,
des patients de l'EHPAD aussi avec dont des degrés d'atteinte d'Alzheimer sont venus aussi faire ce protocole. Ils ne sont pas rentrés dans l'étude, mais on laisse ouvert. On propose, qu'on trouve ça justement assez intéressant. Et vraiment aussi des moments de détente et de lâcher justement d'angoisse assez intéressants qu'on a pu voir. Voilà, hors protocole, mais c'est toujours intéressant d'y laisser ouvert. Et c'est laisser ouvert aux patients d'EHPAD s'ils en ont envie. Autre projet qu'on voulait présenter, parce qu'on en a beaucoup et beaucoup en commun, parce qu'on aime bien marier justement musique et odeur, c'est le projet SEIFI. Alors, qui est un projet cette fois ANR, et parce que autre chose importante, le projet Relax qui a été fait, il n'y a pas de... En recherche, ça fonctionne de manière différente. Soit il y a un financement par des gros groupes comme l'Agence nationale de recherche ou la CNSA, comme dans le projet qu'on a qui s'appelle le projet CFI, soit c'est promu par d'autres associations, toutes des associations. Relax a été par l'association Innovation Alzheimer, donc, qui sont en lien avec Coptech et le CM2R, là où je travaille. Et donc, c'est-à-dire qu'on est les propres promoteurs. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que le chercheur peut faire une recherche qui l'intéresse et proposer son sujet et un peu l'auto-financer en étant voilà, sur ses heures aussi de loisirs et autres, pour faire ces projets de recherche. Donc c'est important d'avoir toujours ces associations qui nous aident à continuer des recherches, même si ce n'est pas financé par des gros organismes. Donc le projet CEFI, qui est tout aussi intéressant parce qu'il mêle la musique et des odeurs, qui est un projet franco-taïwanais, c'est-à-dire qu'on fait ça en France, on fait ça à Taïwan de manière simultanée. Donc ça c'est intéressant parce que c'est des cultures quand même qui sont complètement différentes. Le but, c'est de... J'ai mal en passant l'épaule. C'était de développer une plateforme, donc on est vraiment dans les nouvelles technologies pour le coup, comme quoi c'est pas incompatible, de développer une plateforme qui reconnaissait des actes en fait un peu anxieux ou angoissés, c'est-à-dire par exemple se mettre les mains comme ça ou taper des pieds. Et après, tout de suite, donc ça c'est reconnu par des caméras. Je sais pas si tu peux passer. Voilà. C'est analysé par des caméras. Donc des caméras qui redonnent du texte, qui ne redonnent pas une image, mais qui redonnent du texte. Et donc une fois que ça a été détecté, ça va être intégré par une espèce de plateforme et ça va mettre automatiquement une odeur en place ou une musique. Donc juste pour en revenir au fait, on va dire souvent que c'est dépersonnalise, qu'on met plus le soignant, qu'il y a plus ce contact. Dans CEFI, on a voulu que ça soit tout l'inverse en fait. Donc on a voulu vraiment que toutes les odeurs soient personnalisées, les musiques aussi, et que ce soit plutôt une aide. C'est-à-dire que le soignant, quand il est débordé, etc., il n'aura pas forcément tout le temps de voir quand il y a de l'agitation ou autre, mais il peut toujours regarder par une tablette, par une interface, comment ça se passe, si la diminution, par exemple, de l'agitation est toujours là, et si le patient le vit bien, mais surtout, c'est lui qui va choisir tout ce qui est musique et odeur qui ont été sélectionnés. Donc c'est pour ça qu'on avait travaillé en commun avec Jolie, parce qu'elle avait formé pendant 2 jours les soignants sur tout ce qui est musicothérapie. C'est-à-dire qu'on n'y met pas comme ça dans un établissement, là c'est à Valrose, sans expliquer à quoi ça sert, expliquer comment on s'en sert et expliquer leur intérêt, aussi l'intérêt du patient. Donc voilà, là c'est vraiment, je vais essayer de parler Jolie sur sa formation, et c'est vraiment pour dire que nouvelle technologie, quand c'est bien utilisé, ça peut être un apport pour les soignants, c'est fait pour les soignants et pas pour remplacer les soignants. C'est évident. Juste une petite précision sur CEFI. Tout à l'heure, on a parlé de ce modèle justement U. Ce qu'on va proposer, parce que comme on est sur des troubles de l'apathie ou des troubles du comportement productif, type énervement, agitation, cri, on va proposer 2 types de séquences qui sont évidemment construites à partir du modèle du U, où on va être sur du L ou du J, donc montage en L qui va favoriser l'état de relaxation, l'endormissement, on va laisser le patient dans cet état-là, et le montage en J qui est fait pour dynamiser. Donc on va partir de la phase basse du U pour remonter. Bien entendu, les soignants sont à l'honneur parce que c'est eux qui vont apporter et qui vont proposer un choix. Dans ce contexte-là, on est sur des musiques qui sont originales, qui sont composées uniquement pour ça. Et c'est vrai que la musique, elle va avoir un impact, et on va dire un impact thérapeutique vraiment, si elle convient à la personne, si elle est au goût, si elle plaît, si elle crée du plaisir. Et je me permettrai de parler de plaisir pour rebondir à ce que nous a dit le docteur Brotard tout à l'heure. Donc on va proposer un questionnaire, donc les soignants sont formés à ça, ils sont formés à accompagner, parce qu'on sait que la musique ça va être 50% du boulot et puis 50% ça va être le soignant
qui va poser des questions pertinentes, voilà, les goûts musicaux, les instruments, les sonorités qui plaisent et qui déplaisent, la pratique musicale, l'environnement, pour pas être trop dans l'émotionnel justement, parce que dans ce cadre-là, ça va pas être notre objectif. L'objectif, ça va être d'induire, soit dynamiser, soit d'induire un état de bien-être et de relaxation. Donc à partir de là, le soignant, il va proposer des extraits, soit de musique classique, soit de musique d'ailleurs, soit de musique d'aujourd'hui. Et puis c'est vraiment le patient qui va choisir dans cet accompagnement-là. Et puis après, il va y avoir la mise en place de l'écoute à proprement parler, où là, ça va être aussi le soignant qui va accompagner, qui va dire les bons mots, qui va installer confortablement, correctement le patient pour qu'il puisse rentrer dans cet état de bien-être, et puis aussi ancrer ce ressenti positif, quel qu'il soit. Donc, par exemple, pour changer un petit peu de style, on a écouté du jazz et tout ça. On va écouter du reggae, parce qu'on me dit souvent, mais on n'a pas envie de se relaxer avec du reggae. Et finalement, on peut le faire. Et puis souvent, on me dit, non, mais les personnes âgées, elles ne peuvent pas aimer le reggae. Et contrairement aux idées reçues, c'est souvent une des musiques qui est le plus... en tout cas, de mon expérience en EHPAD, c'est ce qui est souvent le plus choisi. Pour revenir à tout à l'heure, c'est rythmé. Ça mérite d'être joyeux, le reggae. Ça veut dire 10-20 secondes. Donc là, on est vraiment là. Donc quand on est dans le processus endormant, on va vraiment, on est au début, on part de là où en est la personne. Mettre une musique très calme pour quelqu'un qui est très agité, ça ne va pas avoir de sens. Donc dans ce contexte-là, ça va plus coller. On va commencer à descendre donc. On part de là où on est la personne et puis on va l'accompagner là. Vous sentez que c'est plus lent. Ça fait beaucoup rire Docteur Brotard. Parce que je pense pas que vous passiez beaucoup de reggae à vos... Oh mais d'ici 10 ans, ça viendra. Hein. Et vous avez compris le principe jusqu'à arriver à la phase basse qu'on a sentie tout à l'heure. Où là, on n'est plus du tout dans du reggae et on n'est plus du tout forcément dans l'écoute, quoi. De la même manière, on fait avec les odorants. Donc là, on ne donne pas plusieurs possibilités, mais on teste beaucoup d'odeurs donc avec les soignants pour voir lesquelles sont les plus relaxantes, donc rassurantes, et qu'on va diffuser quand il y a de l'angoisse. Le projet Odor, donc là, le focus est plus sur les aidants. C'est un projet qui est mis en parallèle avec la mnémothérapie à l'Institut Noisier, donc avec le docteur Broutard. Et là, on a eu un gros problème. C'est-à-dire qu'on cherchait à utiliser la stimulation émotionnelle, donc justement essayer d'avoir le côté de reviviscence comme on pouvait retrouver en mnémothérapie. Le problème avec les odeurs, c'est que même si, voilà, comme l'a dit le docteur Broutard, la musique est facile, est facilement reproductible, les odeurs c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'odeurs qui existent. On peut avoir une infinité d'odeurs de roses différentes, une infinité d'odeurs de feux de bois différents. Parce que voilà, la construction, en tout cas moléculaire, est beaucoup plus complexe. Donc au début, on avait pris une batterie, comme vous avez trouvé un petit peu comme l'auto des odeurs, mais là, qu'on peut trouver chez des aromathérapeutes ou autres. Et on avait testé pour voir si ça fonctionnait. Ça amenait justement une réaction émotionnelle de la part des patients. On s'est vite aperçu que pas du tout, parce que souvent, ça leur rappelait rien. C'était plutôt des odeurs qui, même nous évoquaient rien du tout, parce que, en tout cas, elles avaient été élaborées pas de manière assez pertinente. Donc on travaille donc avec l'université de chimie, donc il y a des étudiants qui nous proposent d'autres odorants, et pour que ces odorants soient les plus adaptés par rapport à la vie de la personne, parce qu'on ne va pas, selon ce qu'on a croisé dans notre vie, on va être sensible à des odeurs d'un certain type ou d'un autre. Donc les questions qui sont posées, donc c'est un questionnaire qui a été fait par les étudiants de l'université de chimie, et qui est très pertinent. On demande par exemple où le proche a vécu. C'est-à-dire que si on a vécu à Nice, c'est plutôt le mimosa ou la fleur d'oranger qui nous a rappelé quelque chose, plutôt que si on a vécu dans le Finistère. Pareil, quel métier il a exercé. Si c'était un boulanger, on sait que l'odeur du pain, ça parlera souvent à un boulanger et ramènera des réactions émotionnelles. Quel est son plat préféré? Donc là, on joue par rapport au goût, parce qu'on sait que l'olfaction, c'est 90% du goût, par avoir être nasal. Est-ce qu'il consommait du café? Quel était le fruit ou la fleur préférée?
Ou encore, directement, s'il y a une odeur, on sait qu'il peut lui ramener un souvenir ou une émotion. Parce que certaines personnes, surtout si elles ont justement cette sensibilité-là, savent quelle odeur va leur parler. Voilà, moi je sais quelle odeur va me parler, quelle odeur on devra me mettre pour me générer une émotion. Donc voilà le dernier projet sur lequel on travaille, et on ne pourrait rien faire pour le coup sans les aidants, parce que dans des degrés qui sont sévères de la maladie d'Alzheimer, et donc là c'est le cas avec les patients avec lesquels on travaille à l'Institut Loisirs, on ne peut pas dire j'habitais là, j'ai fait ceci, mon parfum de glace préféré c'était ça, ça devient quelque chose de difficile. Donc on a besoin de l'aidant pour nous aiguiller, pour nous donner en tout cas des informations qui sont cruciales, parce qu'ils nous aiguillent sur les odeurs les plus pertinentes. Donc on trouve des odeurs après ces questionnaires auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Bon, chocolat, tabac, oui, on y aurait pensé. Bon, voilà, on retrouve aussi des odeurs comme le foin, le couscous, la bouillabaisse, le sapin, l'eucalyptus, la lavande, le feu de bois, la rose ou la violette. Ce sont vraiment des odeurs qui vont générer justement des réactions émotionnelles qui sont intéressantes après à réutiliser. Merci à tous.